Amis sportifs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast La Séance. La séance est telle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, la séance s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances devraient avoir comme point commun de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre la philosophie de la dite séance et de répondre au pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit Thibault Ledenois. Bonjour et merci pour avoir accepté l'invitation et de nous présenter une séance aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toi. Bon, je vais essayer de te présenter. Je vais essayer de faire au plus complet, puis tu n'hésiteras pas à modifier ou à ajouter par la suite. Alors, en tant que pratiquant de sport et passionné de sport, tu as réalisé un cursus sportif dans le domaine des sciences qui t'a amené jusqu'au doctorat en collaboration avec la Fédération française de tri. Euh, Puis en parallèle de ça, tu as également obtenu ton DGEPS triathlon à Aix-en-Provence. Au cumul, t'es également en ce moment tu as également plusieurs casquettes en ce moment. Tu travailles pour la Fédération de tri en tant que formateur, mais aussi en tant qu'entraîneur lors de stages GAT. Et tu as monté une structure sur laquelle on peut te suivre sur Instagram, Sport, Performance and Science, avec Audrey Merle, une Olympienne française en triathlon. Dans cette structure, vous offrez des services de coaching d'athlètes élites en triathlon et d'autres sports également comme la course à pied, le vélo et la natation. Dans cette structure, il y a des stages que vous proposez. C'est des stages aux petits oignons que vous faites pour des athlètes, notamment des longues distances. Le dernier que vous préparez là, c'est pour les championnats du monde 70.3 qui vont avoir lieu fin du mois d'octobre. Et du coup, on retrouve les performances de ces athlètes un peu partout. Le week-end dernier, c'était au 24 Paris, au Vieux-Boucau et au Bayman, où il y a eu des grosses performances. Donc, bravo à toi et à tes athlètes. Et à l'échelle locale, tu t'es investi également pour un club, pour essayer de le structurer, le club de Saint-Lô. C'est une mission qu'on imagine très chronophage et très difficile. En effet, de faire progresser les athlètes et structurer depuis l'école de triathlon jusque du coup à des groupes élites qui peuvent performer sur des grands prix. Ça demande un travail titanesque et c'est important que des personnes fassent ce travail dans les clubs. Donc bravo, tu dois être beaucoup débordé. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'espère que c'était complet. Si j'ai loupé des choses, n'hésite pas à modifier ou rajouter, ouais. Non, non, je te remercie de cette présentation. Ouais, c'est assez complet. Comme tu dis, c'est plein de casquettes différentes, mais tout se combine les unes avec les autres, que ce soit par la formation ou c'est la transmission de missions que j'ai réalisées ou que je peux encore réaliser, les stages, l'entraînement et l'investissement en club que j'ai actuellement, bah, ça me permet de combiner, c'est l'intervention devant les publics, que ce soit à petit niveau jusqu'au haut niveau. Donc non, ça reste des missions qui sont assez similaires, mais complètes et qui me plaisent dans ma vie de tous les jours. Ah bah oui, Donc puis ça voilà, t'apporte ça t'apporte en direct et puis en suivi, donc c'est chouette d'avoir les deux, je pense, le bon mix, le bon équilibre. c'est ça exactement. Et est-ce que tu as un moment, avant qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu as un moment en tant qu'entraîneur ou athlète, en tout cas des événements qui t'ont marqué là récemment ou peut-être plus anciens, mais des choses qui t'ont marqué, ouais. Ouais, il y a, on va dire, il y a plusieurs moments qui me marquent, qui sont essentiels. De toute façon, je pense que comme chaque sportif ou chaque entraîneur, on a des choses qui viennent nous marquer dans notre vécu sportif et qui nous inspirent. Moi, il y en a un récemment qui est arrivé, bah, c'est le 10 000 avec Jimmy Gressier, qui est une course fantastique sur le dénouement final, mais aussi dans la réalisation et comment il a pu le construire dans sa carrière, en passant par ben, un résultat au JO qui n'était pas forcément celui attendu, mais Mm. en sachant rebondir et en sachant apprendre à faire ça. Et je pense que moi, l'événement qui m'a marqué en tant que sportif et en tant qu'athlète, c'est c'est le 400 mètres de Marc Raquil en 2003 à Paris, pour moi qui est une réalisation improbable avec une stratégie qui n'était pas attendue, mais in fine qui montre que tout est possible et qu'il peut y avoir des schémas et qu'on vienne casser ces schémas-là. Et en fait, c'est en créant l'inattendu qu'on crée la performance. Donc, il n'y a pas de schéma type de la performance, mais
mais tout ça peut amener un résultat impressionnant. Donc ouais, ça pour moi c'est quelque chose qui a vraiment marqué ma carrière, qui marque ma carrière en tant Mm. qu'entraîneur, mais aussi en tant que sportif, c'est une vraie inspiration. Puis Ok, ouais. après, sinon, dans les choses qui me marquent dans la vie de tous les jours, c'est la réalisation des athlètes que je peux encadrer. Quand Oui. tu sais ce qui se passe derrière, quand tu sais tout ce qu'il y a dans la vie des personnes, et une fois que c'est réalisé, ben ça t'impressionne toujours un peu, ça te touche en tout cas. Ah oui, ouais, ça fait pas mal de bons souvenirs. Bon, il y en a un, le premier qui est assez récent. Le deuxième, je pense qu'il va falloir que plusieurs d'entre nous aillent sur Internet pour vérifier et pour voir de leurs propres yeux, ouais, ce que tu dis. Et c'est sûr que ça, c'est une super leçon, le fait qu'il n'y ait pas un seul schéma, une seule façon de faire pour arriver à ses fins. C'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, du coup, oui, on fait tous un petit peu sa petite marmite. Et je pense que oui, ça a dû être bien constructeur pour la suite de ta carrière. Bon, bah du coup aujourd'hui tu vas nous présenter une séance. Ça va nous faire du coup bah, ta recette à toi. On va essayer de suivre quand même trois temps clés, la présentation, le déroulement et son bilan. Puis on fera une petite conclusion à la fin. Bon, on va commencer par la présentation dans un premier temps. On va faire un truc assez simple. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, nous la décrire le plus basiquement possible, s'il te plaît? Ouais. Alors, pour la présenter assez simplement, l'idée c'est de faire, c'est un 6 fois 1000 cassé. Dans l'idée, en fait, c'est qu'on va couper le 1000 mètres avec des temps, avec des intensités fortes et des intensités plus faibles, Mhm. mais sans récupération à l'intérieur du millimètre. On va avoir des récup entre chaque 1000. Donc le premier 1000, en fait, ça fait 200 mètres au-dessus de vitesse critique ou au-dessus de ce qu'on appelle SV2. Et le 800 d'après, il va être en dessous de vitesse critique ou en dessous de SV2. Ok, Et ça, on va faire après 400 en vitesse en dessous, 200 en vitesse au-dessus, 400 vitesse en dessous, ce qui refait 1000 mètres. Et ouais, le troisième, pardon, on va faire 800 en dessous de vitesse critique et 200 mètres au-dessus de vitesse critique. Et ça, on va le faire deux fois. Donc, ce qui fait ok, 6 fois 1000. ok. Donc Voilà, tu avec des découpes, ouais. récup. Oui, Et les pardon pour récup, les c'est de récup. 1 minute. Une minute, ok. Donc oui, c'est des récoupes assez courtes sur ouais, sur ce genre d'effort, mais finalement elles doivent être assez ludiques parce que découper quasiment en 2 fois 3000 en fait, 2 fois 3 fois 1000, pardon. Oui, c'est ça, en deux fois, trois Ok. fois 1000. Et donc En fait, l'idée, c'est que juste on répète cette séance, on va revenir en fait, sur. Ah pardon, excuse-moi. excuse-moi, je te coupe. Euh, je pense qu'on est juste en décalé, c'est pour ça. Du coup, en fait, l'idée, c'est que on en a six, enfin, on en a trois qu'on répète deux fois, mais en soi, l'idée, c'est de faire 6 fois 1000. Il y a pas, on est dans l'idée où on part vite et on se pose et après on est posé et on doit accélérer sur la fin. Un peu ce qu'on retrouve sur des championnats de l'athlé ou des GP en triathlon. Oui, du coup, c'est ce que j'allais dire. Ce format de séance, il s'articule, il se présente pour quel type d'athlète qui prépare quel type de course. Et du coup, tu as déjà un peu donné des réponses. C'est plus pour du coup aller jouer sur des places ou des variations de rythme. C'est ça. En fait, il y a en partie aller jouer sur des places. Donc, ce qu'on va retrouver en GP, en triathlon ou en format courte distance sur les courses avec drafting euh, ou en duathlon. Mais ça peut aussi être ce qu'on retrouve sur des courses en athlée, des courses de championnat, des crosses. Ou le troisième point en athlée, là, on le retrouve, c'est sur les courses sur route. Oui, Dans l'exemple du 24 Paris, comme on a pu le préparer avec Marin Blondel là, ces derniers temps, mais aussi sur des courses comme des marathons, le marathon de Paris, où on a des passages en tunnel avec des descentes assez fortes et des montées assez brutales, qui sont très mhm. courtes. Mais en fait, c'est être capable juste de maintenir la vitesse, mais vu que c'est en montée, ça va être un changement d'intensité. Et c'est de savoir répondre juste à ce changement d'intensité-là et de revenir à un état stable ou un état normal juste après avoir fait la bosse, quoi. Ouais, être plus à l'aise à la vitesse qu'on souhaite maintenir finalement. Exactement. En fait, de savoir lisser l'effort en fonction des désagréments, des contraintes qu'on peut avoir, que ce soit une contrainte environnementale ou une contrainte de compétitivité. Ok. Et tu as dit des termes spécifiques et j'en profite vu que tu es un entraîneur, tu as parlé de vitesse critique
et de SV2. Est-ce que juste tu pourrais nous donner des moyens pour ceux à qui ça évoque pas grand-chose, comment on peut les déterminer ou des sortes de repères assez simples pour se dire voilà, on est à ESV2 et là on est à vitesse critique. Ou du moins comment toi tu le détermines avec tes athlètes. Alors, ouais. Alors moi, pour le déterminer, avec les athlètes avec qui je travaille, on fait des testings en laboratoire. Le SV2, il va être défini au niveau ventilatoire avec les échanges gazeux. Euh, Globalement, c'est comme ça, sans rentrer plus dans les détails de comment c'est déterminé. Euh, la vitesse critique, c'est un peu plus différent. Ça va être quand est-ce qu'on est majoritairement sur nos capacités anaérobies et majoritairement sur nos capacités aérobies. En fait, c'est un peu la frontière invisible, hein, qui se trouve entre les deux. Et en fait, ça permet de se dire, si je deviens majoritairement anaérobie, ben, je sais que j'ai pas mon temps Mm. à cette intensité-là est compté. Alors que si je repasse en dessous de cette intensité-là, ben, je sais que je peux maintenir plus longtemps mon travail. C'est ce qui va dépendre de la durabilité de l'athlète. Mais souvent, c'est des allures qui se rapprochent de celles qu'on retrouve pour un un grand nombre d'athlètes sur une allure 10K. Ok, oui. Euh, et après, si on a une plus grande durabilité, forcément, on pourra rester un peu plus longtemps à haute intensité. Ok. Ouais, bah je pense que la valeur de 10K, ça doit parler un peu à peu près à tout le monde. En tout cas, tout le monde a, quand on a une référence chronométrique sur le 10K, du coup, ça peut permettre de bien la comprendre et de bien la réaliser, cette séance. Juste en prérequis, du coup, faut quand même être capable de réussir à la placer peut-être sur piste, cette séance, pour avoir des repères chronométriques tous les 200, tous les 400. Tu conseilles quoi en termes d'organisation, ouais, d'organisation pour la faire, cette séance? Alors, moi, je l'ai déjà proposé plein de fois. Je pense Mm, qu'il y a certains athlètes qui commencent à bien la connaître et du coup à plutôt bien l'appréhender. Je la propose soit sur piste. mm, Euh, Ça permet d'avoir des repères, de savoir où on en est et en fonction de ce sur quoi on vient jouer. Par exemple, il y a un athlète avec qui on l'a fait cet été à Font-Romeu sur piste et on l'a fait en redescendant en plaine. mm, mm. Donc ça reste sur piste, ça permet d'être sûr d'avoir les bonnes distances et d'avoir les mêmes repères parce que on va avoir exactement les mêmes virages. Euh, Ça permet de tout stabiliser et le seul truc qui va changer, ça va être l'altitude. Ça dépend en fait de ce qu'on veut venir Oui, oui. faire changer. Après, dans une idée donc là, on était loin de la période de course. L'idée, c'était de viser après à poste. C'était la compétition arrivée à 23 jours après la redescente. Ok, Donc, on était loin de la compétition pour faire ça. Mais proche d'une compétition, souvent, ça va être lors de 2 semaines avant la compète ou 3 semaines avant. ok. Euh, Pas forcément la faire sur piste parce que je trouve que la piste, pour moi, c'est pas la compète, sauf si on prépare un 10 000 sur piste. Mm, Mais c'est pas la compète quand on prépare des courses sur route. Et du coup, je préfère la faire en nature et par contre de mesurer la distance, oui, de faire un 1 000 mètres en ligne droite ou un 1 000 mètres avec un virage, mais de le faire avec possiblement des changements si c'est sur le bord d'un canal, si c'est sur un chemin de halage, si c'est dans une zone industrielle, de pouvoir avoir d'autres références que juste la piste où le rendement, on le sait qu'il est quasi parfait, oui. mais de voir autre chose aussi, parce que la course se passe pas en stade, quoi. Et oui, bah oui, c'est pas mal d'adapter au terrain. Et ouais, un bon 1000, ça peut se repérer. Et maintenant, avec les GPS, ça peut être plutôt bien calibré. Donc, il faut bien connaître son allure d'ICAR. Pour ceux qui sont plus spécifiques, SV2 et du coup vitesse critique. Et du coup, jouer entre ces vitesses-là, c'est des prérequis qui sont déjà assez importants. Ça doit être une licence que tu donnes, oui, à des athlètes qui sont quand même déjà pas mal confirmés. C'est ça. Souvent, c'est ça. Il faut, en fait, dans le sens à être confirmé, c'est ben, savoir ressentir où est-ce qu'on se place. Mm, Il y a une question de feeling, de se dire, OK, là, je suis un tout petit peu au-dessus de mon allure et là, je suis un tout petit peu en dessous.
Ah Donc, il y oui. a avoir ce ressenti sans forcément regarder la montre, à la respiration, à la sensation qu'on a, on va dire la bio-information qu'on a. On arrive à peu près à le situer à partir du moment où on a une certaine expérience dans la discipline. Mhm. Et, euh, et l'autre truc, ça va être avoir un certain niveau d'entraînement, dans le sens où euh, si j'ai pas un certain niveau d'entraînement, je vais pas avoir une VMA ou une PMA qui va être très haute. Et du coup, en Ouais. fait, je vais pas faire la différence entre ces allures. Mhm. Si je vais prendre un cas extrême, mais si ma VMA elle est à 13 km heure et que je commence à courir qu'à partir de 9 km heure, ben forcément, il y a très peu de delta. Alors que si Mhm. j'ai une VMA à 21, 22, ben forcément, là, j'ai plus d'amplitude T'as entre de le la début de marge. ma course et la fin de ma course. Ah oui, moi Voilà. je pense qu'on en reviendra dans le bilan, mais oui, justement cette limite à bien jauger, à bien déterminer. Si on passe au-dessus, je pense que ça peut vite être une séance qui peut être très dure. Donc on en reparlera sur l'analyse de comment tu gères s'il y a eu dégâts ou pas sur cette séance. Ok. Et cette séance, du coup, toi, quand tu l'as réalisée, t'étais quoi? T'étais sur le vélo, tu prenais un chrono ou tu conseilles aux athlètes qui la font, du coup, que ce soit sur piste ou du coup sur terrain adapté à leur compétition. Est-ce que tu les conseilles de faire ça en groupe, peut-être avec quelqu'un qui peut je sais pas, leur ouvrir enfin, l'idée, ouais, un peu, ou pas spécialement, à la limite, de toute façon, mieux vaut qu'ils restent concentrés sur eux-mêmes. Euh, Ça, c'est vraiment intéressant que tu poses cette question-là. C'est en partie, pour moi, ça fait quoi à la charge mentale d'avoir quelqu'un qui prend les chronos, quelqu'un qui soit là pour guider la séance. Ça permet aussi à l'athlète d'être Mm. focus sur ce qu'il réalise, d'avoir quelqu'un et c'est pas quelqu'un qui le fait avec soi, c'est pas un sparring. Pour moi, c'est tout le rôle de l'entraîneur d'être là pour gérer la séance, prendre les chronos, possiblement encourager aussi, hein, avoir Ouais. un feedback positif, c'est quand même toujours plaisant. Euh, c'est quelques mots, mais des fois, c'est pour la personne qui le dit, ça représente pas grand-chose. Mais la personne qui court, quand on commence à être dans le dur, ça fait toujours plaisir d'entendre un petit encouragement ou d'entendre son prénom. Je pense qu'on l'a tous vécu Ouais, sur le bord d'une ouais. course. Et donc, je sais pas si j'ai répondu à tous les points de ta question, mais pour moi, c'est assez important de se dire, l'athlète, il court, il réalise sa séance. Possiblement, il peut regarder son temps de passage, mais si tu as Mm. quelqu'un pour te le dire, si tu as quelqu'un pour prendre le chrono sur toute la distance, je sais que c'est bien mieux. Et puis, en plus, ça te permet de faire une analyse plus complète derrière. Ça peut être Oui, l'avantage de la faire sur piste, d'avoir les oui, temps exacts à chaque 100 et quelqu'un qui vient les noter il se dit, OK, il est en train de ralentir. OK, il a vraiment accéléré sur le 200 où j'ai demandé. Et où est-ce qu'il a accéléré sur le 200? Est-ce qu'il a accéléré vraiment sur le premier 50 ou est-ce que, et après, il s'est laissé décrocher ou est-ce qu'il l'a vraiment régulé sur tout le 200? Parce que l'idée, en fait, c'est vraiment ça aussi. C'est de regarder un 200 qui soit lisse, qui Mm. soit plus rapide, mais lissé. Pas, je vais monter à 30 km heure et après, je vais me Ouais. laisser décroître sur le dernier 100. Eh bien, ça fait une belle transition avec la dernière question que je voulais te poser sur la présentation. C'était comment t'étais venu l'idée, mais là, tu y réponds un peu. En gros, dans le sens où tu as envie que le 200 il soit couru à une vitesse plus élevée et surtout le 200 pour faire une sorte de vraie attaque ou tenir une vraie difficulté qui arrive sur le parcours. C'est exactement ça. C'est soit répondre à une attaque, soit soi-même attaquer le groupe avec lequel on est, soit répondre à une difficulté qu'on a sur le parcours. C'est un peu comme ça que ça m'est venu. Euh, et parce que je me suis rendu compte qu'on a pas mal d'athlètes, nous en triathlon, où il y en a quelques-uns aussi en course à pied, qu'on appelle vulgairement des seuillards. Et, euh, et en fait, c'est de pouvoir dire, ben, c'est ok, c'est peut-être un profil, mais il faut pas se cantonner au profil qu'on nous donne. On peut être autre chose aussi. Et Mhm. c'est de savoir surprendre son monde. Moi, j'ai vu pendant très longtemps des athlètes qui se faisaient avoir en transition, pas parce qu'ils étaient moins bons que les autres, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas le gap à la sortie de la T2, au moment où on pose le vélo, pour repartir à pied. Ils n'ont pas la giclette et ils se retrouvent aller à 30 mètres derrière le groupe avec lequel ils étaient
et pendant les 5 kilomètres qui leur restent, ils n'arrivent pas à rentrer sur le groupe. Ouais, puis ça, c'est Et terrible. au pire, et s'ils rentrent au train, eh ben, ils rentrent au train à 4,5 kilomètres et dans les 500 derniers, ça repart devant eux. Et c'est le truc, c'est dommage parce que que ce soit en triathlon ou en duathlon, c'est des places qui sont facilement gagnables et ça change. Quand on voit une densité aujourd'hui en D1 ou même sur des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde ou en WTCS, quasiment 10 secondes sur un format S, c'est 10 places. Ah oui, oui. Et ça change du tout au tout sur une carrière, quoi, ou même sur le bilan d'une saison de 10 places. Mm. Non, mais c'est vrai que cette capacité d'adaptation aux variations d'effort, je pense que alors c'est peut-être pas la brique prioritaire quand on débute dans le sport, mais c'est une brique qu'il faut mettre tout ou tard pour justement être s'adapter quoi à tous les scénarios qui peuvent arriver, que ça soit bah, du coup en compète ou on compète contre soi-même sur un chrono. Tu l'as très bien dit, que ça soit un long faux plat qui arrive, deux trois pif paf, tout ça c'est des choses qui font varier ton allure, varier ton effort et il faut s'y adapter. Donc, ouais, c'était une belle présentation de séance, un peu, je pense, ludique. On en reviendra sur son déroulement. Mais du coup, si je la rappelle sur le papier, donc on a deux blocs que l'on répète. Et donc, un bloc, c'est constitué de 3 fois 1000, 200 au-dessus de la vitesse critique, et ensuite 800 proche de cette valeur de vitesse critique. Ensuite, un 400 en dessous, un 200 au-dessus et un 400 proche de cette allure vitesse critique et le dernier 1000 qui est un 800 proche de cette allure et le 200 au-dessus de cette vitesse critique ou si on veut un peu la généraliser, la rendre un peu plus accessible, une allure d'ICA, une bonne allure d'ICA que l'on souhaite Exactement. viser. Ok, bon bah parfait. Et donc ouais, c'est pour aller chercher clairement la perf ou du moins la meilleure performance sur un 10K, que ce soit après sur triathlon, duathlon ou sur les courses, les 10K qui vont arriver fin d'année là. Donc, si on passe au deuxième temps, le déroulement de la séance, qui nous permettra de mieux comprendre comment tu la mets en place bah, en pratique. Imaginons du coup si on se met à la place d'un athlète, lui il la voit sur sa plateforme d'entraînement. D'ailleurs, je sais pas si tu passes sur une plateforme particulière avec tes athlètes. Si, moi, de mon côté, j'utilise Nolio. Ok. Nolio que je trouve très bien, qu'une solution française et qui fonctionne Mm. très bien. Et Mais il donc, y en a plein d'autres. oui, c'est vrai qu'il y en a. Enfin, oui, mais Nolio, elle ressort quand même pas mal de fois. Et du coup, qu'est-ce que tu lui conseilles quand il voit cette séance, voilà, dès le matin? Je sais pas s'il a les séances vraiment, enfin, s'ils ont les séances vraiment en avance, mais qu'est-ce que tu lui conseilles pour bien l'appréhender dès le matin, finalement, cette séance qui peut faire peur peut-être sur le papier au début. Elle a tendance à faire peur sur le papier, parce que forcément, on se dit que si on va plus vite que l'allure et il y a quand même 1000 à assumer, et si ça Mm. 6 fois, on se dit que si on en met plus, bah, ça va être compliqué. C'est pour ça que l'avoir déjà réalisé, ça aide aussi à moins à moins anticiper cette séance-là. Euh, Après, moi, j'ai tendance à conseiller de pas se faire la séance dans la tête avant la Mm. séance. Et il faut se dire que les 1000 on les prend un par un. Et être quand on est dans la séance, de faire le 1000 mètres, être dans son 1000 et après, on prendra le suivant, quoi. Mais Mhm. pas jouer la séance en amont. Ça revient pour moi aussi à ce qu'on se construit. Pour moi, c'est la partie de la préparation mentale, mais ce qu'on se construit dans une course où on va demander, par exemple, quand je suis sur la partie natation, je suis pas en train de penser à ce qui va se passer en vélo, pas être dans le moment présent. Ça permet de se recentrer sur soi-même. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut se concentrer. C'est sa foulée, sa technique, Mm. sa respiration. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je peux en remettre? Est-ce que je respecte mes temps de passage? Euh, Ah ouais. c'est déjà énorme de penser à tout ça, à des intensités comme elles sont demandées dans la séance. Donc, faut pas surjouer la séance en amont et il faut bien être focus sur ce qu'on fait. Et il y a une autre partie sur. Je pense que tu y reviendras après dans tes questions. Mais de Mm. toute façon, Ouais. je le reviendrai. Ok. Non, mais je trouvais ça hyper intéressant il y a eu vraiment une partie mentale dans tout ce qui est séance. Tu l'as dit dans la présentation où c'est peut être intéressant d'avoir un partenaire ou un entraîneur qui est là pour t'accompagner dans ta séance. Et pareil, trop jouer la séance.
pas vivre le moment, ça peut être dur. Et d'autant plus quand, comme tu as dit en course. Moi, je, je viens de découvrir le triathlon, le duathlon, et c'est vrai qu'il faut prendre chaque étape comme étant la dernière pour être vraiment en plein gaz dedans, parce que sinon, on a tendance à louper du coup bah, toute la course, quoi. À force de se projeter après, on n'est pas sur le bon moment. Ouais, on en reviendra dessus. Sur l'échauffement, est-ce que tu as une sorte de d'échauffement? Là, on commence du coup 6 fois 1000, c'est pas un gaz, surtout que le premier 200 il est plus rapide. Comment tu fais pour favoriser ce corps de séance intéressant? Tu préconises quoi comme type d'échauffement? C'est plutôt un échauffement long ou avec un contenu particulier à faire faire? Euh, alors, moi, ce que je propose en échauffement, souvent sur les séances avec des intensités, dès qu'il va y avoir des intensités assez fortes, donc pour moi, intensité assez forte, ça va être dès qu'on passe SV1, Mhm, qu'on soit aux alentours de SV1 ou au-dessus, on rentre sur des intensités où l'échauffement il devient primordial, avec deux éléments qui sont assez importants. La partie cardiovasculaire, qui est importante de préparer, donc ça va être augmentation du rythme cardiaque, vasodilatation, ouverture des bronches. Donc la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire sur un footing. Et possiblement, je sais qu'il y en a qui ont une appétence à mettre un footing progressif pour vraiment engager tout ce qui est système hormonal et comment on va dire, signaux chimiques, ce que je peux entendre, et ça permet d'augmenter vraiment le cardio. Pour travailler un peu avec un saturomètre musculaire, ça permet aussi de désaturer au niveau musculaire mhm. et de commencer à avoir cette plasticité à saturer et désaturer, ce qui est assez important, et à mettre toute la chaîne oxydative en marche au niveau Ouais. musculaire. Et il va y avoir après toute la partie biomécanique, pour moi, qui me semble assez importante, avec, comment ça s'appelle, des mouvements balistiques, tout ce qui va être Des étirement gammes. statodynamique. Ok. Ouais. Ouais. Il va y avoir les gammes qui, Ouais. pour moi, sont intéressantes d'une pour travailler toujours travailler un peu sur la synchronisation et la désynchronisation musculaire et mécanique, mais il va y avoir tout ce qui va être, ce que je disais tout de suite, les étirements statodynamiques Ok. pour éviter d'avoir des contractions, on va dire, parasites avec la contraction musculaire qui est demandée. Donc ça va être un enchaînement contraction, relâchement et activation. Ok. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, C'est en fait, ça. Ouais, non, les gammes classiques, oui, des gestes pour gagner en amplitude, verrouiller, enfin, bien déverrouiller toute la chaîne postérieure, oui, mais là, enfin, peut-être que ça recoupe un peu avec ce à quoi tu penses. alors il y a toute la mobilité, et après en fait ça va être de préparer. Il y a ce qu'on appelle le réflexe myotatique. En fait, Ok. quand tu vas avoir un étirement musculaire, tu vas avoir tendance à avoir une contraction antagoniste qui va venir. Et l'idée, en fait, c'est de supprimer ce réflexe-là. Ok. Souvent, c'est des échauffements qu'on retrouve à des très hautes intensités en sprint Mhm. ou en demi-fond. Et en fait, l'idée, c'est pour ces variations d'allure-là, pour moi, vu qu'on rentre dans des très hautes intensités, c'est important de le faire. Et, euh, et de toute façon, c'est ce réflexe myotatique qui va se produire. Donc, autant l'inhiber dès le Oui. début, prévenir une possible blessure, et puis ça coûte rien de le faire, quoi. Et du coup, dans les faits, du coup, ça se traduit par quel type de mouvement Bah, du coup, ça va dépendre de quel muscle tu vas cibler. Donc, Ok. que ce soit ischio, quadri, mollet. Mhm. Par exemple, sur le mollet, ce que tu vas faire, ça va être, tu vas te mettre en contraction. Donc, tu vas venir pousser sur tes pointes. Tu te mets debout sur tes pointes Ouais. de pied. Donc, tu as une Ok. contraction des mollets. Et Mhm. derrière, tu vas venir faire un étirement du mollet. Ok. Et donc ça, tu fais 10 secondes, 10 secondes, et après une activation en faisant des sauts sur place, des pieds joints sur place, ou avec une corde Ok. à sauter, Mhm. vraiment avec contraction, étirement et activation. Et en Ok. fait, ça te permet d'inhiber ce réflexe. Ouais, Et ça, puis, tu vas le faire
chaque muscle. Donc, mollet, comme je disais, quadri, ischio, adducteur si besoin, Ok. euh, Ah oui, fessier aussi. ça fait un échauffement qui peut être hyper complet en fait. Tu pars sur quasiment 30 minutes, un bon 30 minutes d'échauffement finalement. C'est ça, ça fait 20 minutes, on va dire 20 minutes de Ouais. footing et Et, 10 minutes gamme ok. et statodynamique. Ok. Ouais. Puis bah du coup c'est pas. Je pense qu'avec l'ensemble gamme plus statodynamique, ça fait même pour ceux qui aiment pas trop le renfort ou quoi, ça occupe déjà un petit volume. C'est Ça ça. peut faire le boulot un peu. Avec la séance qui doit faire, je pense qu'au total, tu dois mettre allez, 30 minutes. Bah, Mm. t'as ton heure de séance, quoi. Mais tu as Ouais. une heure quasiment actif. Mm, T'as mm. pas Ouais. de temps passif, comme on peut le voir des fois, je sais pas si on prend des séances de sprint où en soi, tu cours. Le temps actif n'est pas Mm, mm. tant présent que ça sur une séance Ouais. routière, Oui, sans oui. que ce soit mal vu pour Non, non, de les toute séances façon, de sprinters, hein. ils se mettent au carton, ils ont besoin, ils ont besoin. C'est ça, ouais. C'est leur monde aussi. Ok, super. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont terminé l'échauffement et tout, est-ce que niveau matériel, t'as des athlètes où toi tu conseilles, tu changes les chaussures, on met les chaussures de course sur ce genre de séance. Typiquement, même, et on peut imaginer la saison des crosses approche, tu leur dis, on fout les pointes. Est-ce qu'il y a du changement de matériel de conseiller? Ouais. Euh, ouais, moi, je conseille, selon la saison, comme tu disais, je pense que c'est important d'adapter le matériel qu'on a en fonction de l'objectif sur lequel on se place, si c'est pour préparer un objectif. Souvent, moi, j'ai demandé, quand c'est des courses sur route et que c'est des triathlons, pour ce genre de séance, de prendre les chaussures de course ou au moins des chaussures tempo Mm, pour faire ça. D'une, parce qu'il va y avoir la mousse qui va venir protéger aussi au niveau musculaire, au niveau impact qu'on peut avoir derrière. Mais bon, cet impact-là, il a aussi un intérêt dans l'adaptation, mm. parce que sans stress, moins on a de stress, moins on a d'adaptation. Toujours à faire attention avec cette balance aussi, hein. Mais ça a un intérêt aussi dans le sens où si on prépare une course, vu qu'on va courir avec les chaussures de course en course, c'est assez logique, Oui, oui. d'avoir la forme de la chaussure et la compliance de la plaque de carbone et de la mousse en soi. Mm, Plus on travaille et plus on est habitué à avoir cette compliance-là, ce matériel-là, ben, forcément, plus vite on s'y retrouve en course. Donc, ça retrouver aussi ces sensations-là. Et la dernière chose, c'est pour moi des chaussures aujourd'hui, on va dire la new gen de chaussures qu'on a, avec vraiment un dessin assez particulier, une courbure assez forte. Ça oblige à placer son pied différemment, oui. d'avoir vraiment un déroulé jusqu'à la pointe. Et cette pointe, il faut vraiment la dérouler longtemps et avoir un gros cycle arrière. Mm. Euh, donc, je pense que c'est important de travailler avec sur les séances spécifiques. Et moi, je la conseille pour cette séance-là. Après, si on va en nature, si on prépare un trail, on prépare un cross, ben là, peut-être mettre les chaussures qui sont adaptées aussi à ce type d'activité-là. Oui, oui, c'est logique. Enfin, c'est logique d'adapter son matériel. Mais par contre, ce qui est pas logique et puis pour certains, quand on achète une paire très chère, on a tendance des fois à se dire on la garde elle peut faire peu de bornes, on va la garder que pour le jour J et tout. Mais c'est vrai que non, il y a vraiment un intérêt à bosser avec pour bien s'y adapter. Ok. Après, moi, Oui. pour revenir sur ça, je pense que on peut utiliser des carbones ou des chaussures avec une mousse, que ce soit Pibax ou autre, garder l'ancienne paire. On peut Mhm. garder l'ancienne paire assez longtemps. En soi, Ah oui, oui. elles sont pas perdues pour autant, mais elles ont perdu en efficacité pour être performantes. Mais par contre, pour l'entraînement, la Mhm. forme reste là, la plaque reste là avec un tout petit peu moins de compliance. Aujourd'hui, je pense qu'on est la majorité des gens qui vont écouter ce podcast ou qui vont le regarder courent pas avec des chaussures neuves et ont pas des Oui. budgets insensés. Donc non, je pense que on peut courir avec l'ancienne paire de chaussures, la garder et garder les chaussures de course qui coûtent très cher très longtemps et voir après s'il y a aussi la partie adapter son budget à sa pratique. Est-ce que ça c'est Tout à fait. vraiment utile que j'aille acheter des chaussures immensément chères par Mhm. rapport à ce que je peux développer moi
Oui, sur mes capacités. faut en avoir une gestion, oui, intelligente. Je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Donc oui, donc là on a terminé l'échauffement qui était complet. On a chaussé nos fameuses et précieuses chaussures de compétition. C'est parti pour la séance. Comment toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu attends de la part de tes athlètes une fois qu'ils sont lancés sur la séance pour qu'ils exécutent correctement la séance? Quels sont les repères que tu leur donnes, que ça soit chronométrique, mais est-ce que tu le passes aussi par d'autres trucs, je sais pas, de l'AFC, du ressenti? Qu'est-ce que tu leur donnes comme consigne plus précis? Mm. Euh, c'est important, je pense, la partie réalisation et qu'on sache indiquer à l'athlète ce qu'on attend de lui. En fait, c'est comme un jeu, hein. Comme tu disais, elle est ludique, la séance. Et pour moi, toute séance se doit, comme tout jeu, d'avoir des règles qui sont définies et un objectif pour savoir si on l'a réalisé correctement. Et ça, qu'on soit avec un enfant ou un adulte. Hmm. Si on dit pas ce qu'on attend de la personne, forcément, bah, elle peut pas être satisfaite d'elle-même ou du coup, elle va chercher une justification d'elle-même. Donc non, c'est important de le signaler. Donc moi, ce que je prends comme repère, on va dire de mon côté, les observables, les choses que je vais pas demander à l'athlète, mais ça va être l'AFC. Hmm. Je cherche à savoir si moi, il reste stable ou non, à partir de quand on entame une dérive cardiaque. Euh, Parce que forcément, en fait, si on se met au-dessus de vitesse critique, ben, on va avoir un début de dérive cardiaque. Mais est-ce qu'on est capable de le restabiliser derrière? Donc ça, c'est ce que j'ai regardé aussi post-séance. Ok. Savoir à combien termine l'athlète le 1000 mètres en termes de FC, savoir s'il a beaucoup dérivé ou pas. Euh, L'autre truc que j'ai regardé aussi, bah, ça va être les chronos. Donc souvent l'athlète le sait, hein, le Hmm. chrono qu'il a réalisé sur le 800 et sur les 200. Si je reprends le premier, euh, voilà. Et donc ça, c'est plus lui, c'est ce qu'il doit faire. Après, on peut être dans l'intensité sans forcément être dans l'allure. Hmm. Hmm. C'est ce qui arrive Oui. avec la fatigue. Et par contre, moi, ce que je demande surtout à l'athlète, c'est le ressenti. C'est pour ça qu'il y a la partie savoir ce que je suis en train de faire et me concentrer plus sur ce que je ressens moi plutôt que d'anticiper ce qui va se passer après Ok. et de rester dans une certaine maîtrise. Donc le 800, donc tout ce qui est en dessous de vitesse critique, normalement, on doit être sur du 6-7 en difficulté. Ça va avoir tendance Hmm. à évoluer dans la séance avec la fatigue, forcément. Et la partie, le 200, il va être aux alentours de 8, 9. Ouais, ça, 9, il peut monter jusqu'à 9, on va dire, s'il est parti trop vite, s'il est un peu fatigué Oui. ou si la chaleur est importante. Les conditions de chaleur, elles sont pas à négliger, quoi. Ouais, mais non, mais tout ça, c'est Euh, important quand on fait la séance, oui, de bien prendre en compte l'environnement dans lequel on est. Et l'état de fatigue avant séance peut aussi jouer. D'ailleurs, du coup, si tu as en effet un athlète qui te dit il fait, je sais pas, les deux premiers 1000 et après il est au carton, ou est-ce que tu adaptes, tu fais quoi? Tu réduis le nombre de séries, ou est-ce que tu modifies, tu fais plus des 1000 tu fais des 800, ou tu, c'est pas, on bâche la séance et on en refait une. Tu as dit, de toute façon, si on est quasiment 2 semaines, un peu plus de 2 semaines avant l'objectif, finalement, il reste encore un petit peu de temps pour se refaire, quoi. ouais, après, quand c'est l'objectif principal, ça devient compliqué, hein. Ouais. Euh, j'ai tendance pour un objectif principal, j'ai tendance à aller sur ça dépend de chaque athlète, hein, quand on est vraiment Mm. dans l'accompagnement personnalisé, de savoir le temps on va dire, d'affûtage. Euh, ben, moi, j'ai tendance à aller sur 10 jours, 10 jours, voire 2 semaines, Ouais. euh, pour réduire le volume. Euh, donc, la refaire, c'est compliqué. Après, pour moi, il faut pas faire une séance pour faire une séance, c'est de dire je l'ai faite. Il y a la Mhm. partie ressenti. Et c'est quelque chose d'assez important. J'en parlais là récemment avec une prépa mentale. Euh, de dire il faut que j'arrive à savoir où est-ce que je me situe dans ma séance et
pas me faire exploser dans la séance parce que sinon soit j'ai plus passé les séances qui me restent dans la semaine, soit ma Mhm. récupération va être trop longue vers l'objectif que je me suis réellement fixé. Donc là, par exemple, à 2 semaines de compète, si imaginons que ma séance elle soit le mardi soir, que je me mets carton pour absolument la Mhm. passer. Donc ouais, j'ai passé les allures, mais en termes de ressenti, je suis arrivé à 10, donc à 10 sur 10 au maximum auquel je peux Ouais, me trouver. Et je termine allongé par terre et limite à vomir, ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, oui, l'impact fatigue va être trop important. Donc, les gains que j'ai eus sur cette séance, pour moi, vont être quasi nuls. Et en plus, on ne vont même pas rassurer l'athlète sur ses ouais, capacités à avoir les mêmes allures en course. Donc, ouais, non, ouais. vaut mieux. Moi, je pense qu'il vaut mieux stopper la séance et c'est là que l'entraîneur est hyper important. C'est de devoir réadapter très rapidement la programmation qu'il a établie jusqu'à l'objectif. Donc, soit Mhm. réussir à repasser une séance juste pour rassurer. Oui. S'il y a besoin de rassurer, il y a un moment, en fait, est-ce qu'il faut tout le temps rassurer l'athlète? Mais au moins le mettre dans les bonnes conditions Mhm. pour aller vers l'objectif, quoi. Non, mais ça, c'est ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut réussir à jongler avec OK la séance, mais comme je le dis dans l'introduction, une séance, ça s'intègre dans une programmation et faut pas tout foutre en l'air juste pour une séance, quoi. Chaque séance compte, elles ont toutes leur importance, mais faut pas non plus, enfin, faut être lucide au moment. Et c'est vrai que l'entraîneur là, il a un rôle. Bah, c'est là on a intérêt d'avoir un entraîneur qui nous guide bien. Donc ouais, plutôt l'adapter et puis ensuite faire autre chose quoi pour rassurer ou du moins pour continuer la programmation jusqu'à l'échéance finale Mm. qui est de toute façon la vraie course. Et la séance n'est Oui, pas la vraie course quoi. c'est ça. Mais c'est un peu, tu vois, pour expliquer un peu la séance, pourquoi des 1000 mètres, c'est un peu l'idée de choisir des 1000 et pas d'aller sur du 2000 ou du 3000. Certains vont parler de 1500. En fait, moi, je trouve que déjà 1000 mètres, on va dire pour les meilleurs, ça fait courir aller en 2,45, 2,50 ou 2,55, ce qui est déjà un temps de soutien à des hautes Mhm. intensités qui est assez important. Oui. Euh, je me dis, quand on commence, si on commence à 6 sur 10 au début du 1000 et qu'on termine à 7 sur 10 et qu'il faut répéter ça 6 fois, ça commence à vraiment être lourd mentalement à tenir. Ça demande vraiment de se Mhm. concentrer. Et, euh, et en termes d'énergie que j'emmagasine que j'utilise pour me dire je me fais mal et je continue, ben voilà, on va dire, 1000 mètres, c'est bien, ça permet de pas aller trop loin. C'est un peu l'idée de la séance qu'on connaît tous des Norvégiens de mettre Mhm. 20 fois 400 ou 24 fois 400. Mhm. C'est pas de pas trop s'emprunter non plus. Ouais, bah c'est bien, t'en parles parce que c'était un peu une question que je voulais te mettre, c'était les leviers psychologiques que tu mets en place et là t'en parles un peu de ces leviers, t'en avais parlé avant où il fallait être dans chaque mille finalement chaque mille comptait comme pas comme le dernier mais qu'il fallait être présent dans son mille. Là pareil enfin qu'est-ce que tu donnes comme repère ouais des leviers psychologiques ou des habitudes mentales que t'aimes faire cogiter ou t'aimes faire cogiter tes athlètes pour que voilà, ça se passe mieux et à la séance, et puis du coup que ça puisse être réutilisé en compète. Je suis pas sûr d'avoir entendu toute la question. Tu me demandais en fait comment ils peuvent réutiliser ça, c'est ça? Ouais, bah du coup, qu'est-ce que tu mets en place comme levier psychologique pour passer cette séance? Qu'est-ce que tu leur et d'ailleurs est-ce que tu le fais? Parce que c'est vrai que tout ce qui est prépa mentale, c'est aussi un métier bien à part, même si l'entraîneur a plein de casquettes. Du coup, qu'est-ce que toi tu donnes? Est-ce que tu as des petits tips que tu leur dis pour essayer de valider cette séance-là? Ben, il y a pour bosser un peu avec certains prépas mentales, souvent, on a qui vont parler d'ancrage. Hum, Euh, d'av- je sais pas, globalement, pour expliquer ce que c'est l'ancrage, ça va être de réussir à visualiser ou à quelque chose qui te permet de rentrer dans ton flow ou de te mettre dans l'action présentement. Euh, possiblement, ça peut être bossé là-dessus aussi, de te dire, OK, maintenant je suis dans la séance, je rentre dans la séance et j'arrive à trouver ce pourquoi je suis là ma motivation à le faire. Et il y a aussi, ben, comme je te disais, il y a beaucoup de ressentis, de se dire,
je ressens déjà ce qui va se passer en course et Mhm. possiblement en course, si je suis, je peux faire des allers-retours en course euh, entre pourquoi je suis là, pourquoi je le fais, quel est mon aspect motivationnel. Et en fait, je connais cette sensation. Donc, je l'ai Mhm. déjà fait et je sais que ça le fait. Enfin, je sais que Ok. ça fonctionne. Donc, vu que je l'ai déjà ressenti, ben, j'aurais pas de problème à aller un peu plus loin en course. Et aller un peu plus loin, ben, c'est accrocher une personne qui est devant soi pour aller Mhm. chercher son RP, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Comme tu l'as dit, elle est pas, c'est des 1000, donc c'est pas si long que ça. Et en même temps, c'est quand même, ça demande beaucoup d'implication. C'est bien réutilisable pour la compétition. Donc, ouais, c'est vrai que tu touches un peu à tout, quoi. Et des qualités physiques et des qualités mentales, pour sûr, avec cette séance-là. Pour tout ce qui va être, du coup, une fois qu'elle est placée, ce retour au calme, tu fais un retour au calme plutôt court. Enfin, du coup, là, la séance, elle a déjà duré une bonne heure. Est-ce que tu as un retour au calme que tu préconises un peu, que tu fais faire aux athlètes? Bah, ça dépend un peu de quel athlète la réalise. Si c'est en athlé ou souvent j'ai préconisé de faire un footing derrière, Mhm. que ce soit un footing souvent sur un terrain souple. Moi, je trouve ça un peu mieux, ça permet de moins taper au niveau articulaire si on l'a fait sur piste, si on l'a fait sur route, possiblement retirer les chaussures, la faire pieds nus. Ça permet aussi de travailler le pied, de ressentir un peu autre chose, d'aller courir sur l'herbe, d'aller courir sur le sable, Mhm. d'aller courir dans l'eau aussi, si on a la chance d'être au bord de la mer. En tout cas, et puis même juste de changer d'air, hein. Ouais, Je pense que ça la casse tête, la elle en a routine. besoin, c'est ça, de voir autre chose. Et pour des triathlètes ou pour des duathlètes, quand les athlètes le font, c'est aller faire la récup. Si on l'a fait dans la matinée, aller faire la récup l'après-midi en vélo, Mhm. d'aller tourner un peu les jambes, c'est toujours sympa. Et puis, bah, quand tu as si tu es dans une programmation de triathlète avec 3 séances dans ta journée ou 2 séances, ben, en fait, tu vas repartir sur autre chose. Donc, Mais oui, tu auras tu besoin de t'é- faire ta récup, mais tu mais vas tu pas la faire t'éternises très pas trop, longtemps. quoi. Ouais, c'est C'est ça, ça, tu exactement. t'éternises pas. Bon, de toute façon, oui, c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses à faire dans la journée. Pas simple et efficace. Ok, bon bah c'est C'est nickel. ça. Là on va pouvoir passer du coup à ce bilan, le bilan que du coup tu fais faire à l'athlète et que toi tu analyses en tant que entraîneur. On vient d'enregistrer sur la montre, on partage. Donc toi tu reçois le fichier sur Nolio. Est-ce que Mhm. tes athlètes, tu leur donnes des consignes, tu leur dis bah voilà sur Nolio, je veux que tu me développes ou tu me développes pas. D'ailleurs, comment tu fais pour avoir un échange constructif avec eux sur cette séance? Alors moi, sur ce que je demande toujours à avoir, c'est le ressenti, Hum, d'avoir le ressenti de la séance globale. Euh, Possiblement d'avoir un commentaire s'il y a quelque chose à signaler, que ce soit une douleur, que ce soit quelque chose qui aurait pu se passer dans une répète, voilà, tout incident qui aurait pu avoir lieu, ou après de rester ouvert à la discussion ça peut être aussi des gels. Je sais que il y en a, je leur demande aussi de prendre un gel, de manger ah pendant la oui. séance ou de boire pendant la séance, Ouais, ça, quand on prépare des. c'est bien, c'est une question que j'avais zappé ce niveau matos, parce que oui, niveau matos, on avait parlé des chaussures, mais oui, c'est vrai que c'est quand même exigeant, une heure sur une séance. Oui, tu préconises quand même, oui, de manger, d'avoir un Alors, apport quand même glucidique assez important sur ce genre de séance. euh, on va dire si on fait juste la séance dans la journée, Mm, je dirais pas que ce soit utile pour la séance en elle-même. Ça peut être utile pour la récup. mm. Imaginons que je dois rentrer pendant 1 heure en vélo parce que le stade est pas à côté de chez moi ou autre. Ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile aussi dans la journée quand on va repartir sur une autre Ouais. séance. Si on fait une journée, je sais pas, double seuil, qu'on repart sur un seuil en vélo l'après-midi, ben ouais, ça peut avoir un intérêt. Euh, et l'autre idée, c'est de savoir consommer et digérer les gels qu'on prend ou la boisson qu'on Mm. prend durant l'effort. Euh,
ça rejoint un peu la partie GLOT training qui est Mm. un autre champ de l'entraînement, mais de se préparer à consommer des glucides et d'être capable de les digérer à haute intensité. Ah oui. Je pense que c'est assez important aussi. Et c'est d'où l'idée de prendre un gel pendant la séance. Il va pas forcément être utile Mm. en soi comme utilité du gel premier, mais d'apprendre à manger et à s'alimenter en séance. Ouais, bah ça, c'est souvent l'une des grandes découvertes en compétition pour certains. C'est la nutrition, ça passe bien à l'entraînement, mais c'est vrai que on les prend pas des fois en pleine répétition ou quoi que ce soit. Et alors qu'en compète, c'est totalement ce qu'on fait. Donc ouais, il y a, ouais, ce que tu disais, du coup, ce double intérêt. Et pour la récupération et l'enchaînement des séances, et puis pour l'entraînement à être capable de juste manger pour les jours J, les échéances qui arrivent après. Ok. Donc ouais, on en était sur le retour. Du coup, ils te font également un retour sur le ressenti. Enfin, le ressenti, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une note que tu leur demandes sur. C'est ça, ouais. Moi, ce que je demande, c'est le RPE. Donc, Ok. sur Nolio, en fait, si tu veux, pour valider la séance, ils sont obligés de le renseigner. Sinon, la séance, elle n'est pas validée. Et Ok. en soi, moi, ça me l'indique sur Nolio. Euh, donc, je leur demande ça. Après, ben, du coup, moi, je leur demande de porter la ceinture cardiaque pendant Oui. la séance. Ok. Ça me permet de regarder, ben, d'évaluer d'une la charge d'entraînement que ça a par rapport au cardio, par Oui. rapport au TRIMS de Bannister. Et après, ça me permet aussi de regarder comment a réagi le cardio pendant la séance. Donc moi, je vais Mhm. leur faire un retour par rapport au cardio, Ouais. par rapport aux allures qu'on peut voir. Et si tu es présent sur place, c'est quand même plus sympa d'avoir les vrais chronos, d'avoir les chronos que tu as pris toi Mhm. ou les chronos de l'athlète Oui. pour analyser la séance et vraiment avoir la vitesse plutôt que celle qui est transmise par le GPS, qui a toujours Un petit décalage. Ouais. un petit décalage, surtout sur des 200, qui sont quand Mhm. même qui est quelque chose d'assez court. T'as pas forcément on va dire, le bon chrono ou la bonne allure. Donc, pouvoir le Ouais. calculer par toi-même, c'est quand même plus simple. Bah, Donc, il y a ça. Et très grande vitesse, oui, pour les athlètes qui vont très vite, ouais, il y a des écarts qui se creusent assez vite, quoi. Pour ceux qui vont moins vite, c'est moins, ça va, sur 200. En tout cas, ouais, sur le ouais, 800, ben, c'est sûr, c'est plus précis, c'est bon. plus tu vas vite, plus le 200 il est court, donc plus tu as de C'est marge ça. d'erreur. Et après, il y a quand même beaucoup de discussions avec l'athlète sur, par exemple, pourquoi il y a eu une dérive, comment il l'a géré, est-ce qu'il a changé quelque chose. Euh, il y a toute une discussion au travers de la donnée. La donnée, en fait, c'est une information qu'on traite, qui donne des pistes, mais il faut voir aussi que on va dire, c'est des données objectives, mais on a aussi des données subjectives qui sont Mm. les retours de l'athlète. Donc ça passe par le ressenti, mais ça passe aussi par la discussion et par le débriefing qu'on a avec la personne. Et pour moi, c'est des séances clés et on peut pas ne pas demander à la personne comment elle l'a réalisé. Sinon, on Oui, oui, passe c'est sûr. à côté c'est plus de 50% de l'info de ce qui s'est passé réellement. Donc c'est Mais pour ça tout l'intérêt d'être présent et voir. Je pense que pour moi, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est présent sur place avec soi que ben, des fois de prendre un athlète, un coach à distance qui voit pas forcément la réalisation de la séance et on n'a pas mm, ce débriefing à chaud et voir après à plus long terme. ouais, non, mais ça, c'est vrai que ça peut être, enfin, c'est hyper intéressant. Je sais pas si ça concerne tant de gens que ça, finalement, oui, d'avoir la chance de pouvoir dialoguer directement avec son entraîneur au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui sont bah, isolés ou qui sont dans des clubs où il n'y a pas cette chance d'avoir un entraîneur qui est diplômé, qui s'investit à fond. On sait ce qu'on peut dire, je pense, en tout cas pour toi. Donc, c'est vrai que ouais, c'est pas mal de pouvoir débriefer à chaud. Et t'as un peu répondu à une des questions que je me posais. C'était, oui, cette séance, finalement, c'est quand même une séance clé, c'est une séance test qu'il faut que tu cales, quoi. Dans tous les cas, tu la cales à 14, entre 20 et 14 jours avant la compétition, quoi. En fait, c'est un peu une séance qui peut être mise dans tous les sens, tout moment. À tout moment, non, c'est un peu compliqué. C'est quand même on va dire, sur un cycle de préparation spécifique ou sur Mm. l'approche d'une compète.
mais elle a aussi un intérêt dans une question de résistance et de capacité, on va dire, de résistance lactique. Ok. Donc, en fait, à produire des lactates sur le 200 et être capable de résister derrière en retrouvant le Mm, de tamponner. C'est un peu, ça revient de ce qu'on appelle les séances lactate shunting, mm, qu'on mm. retrouve beaucoup en cyclisme. Euh, donc, non, je pense elle a différentes temporalités où on peut l'installer, Ouais. mais les objectifs vont pas être les mêmes. Oui, ok. Si c'est proche d'une course, ben, ça va être plus être de simuler la course, alors que ben, dans un développement de résistance lactique, ben, on n'est pas forcément sur les meilleures allures qu'on peut avoir. On n'est pas sur Mm, qu'on va avoir en course parce qu'on n'est pas optimisé pour ça. Mais par contre, ouais. on est vraiment sur les allures qu'on a détectées sur un test lactate et on veut se situer aux alentours de ces allures-là, quoi. Et ça serait une plus phase compétition, tournée phase compétition, et une autre plus phase fin de développement d'un cycle, voilà, de repousser les seuils, quoi. Exactement, ouais. Ok. Ouais, donc elle a deux déclinaisons et en fonction du moment de la séance dans laquelle, enfin, à quel moment dans la saison on est, on peut l'ajuster aux bonnes valeurs. Donc c'est une séance clé parce qu'elle peut permettre de faire plein de choses. Juste, Mm, du coup, il faut la mettre au bon moment dans son entraînement pour en tout cas avoir les bonnes conséquences. Eh mm. bien, nickel. Tu la fais pas évoluer cette séance. Tu la fais pas plus longue ou plus dure. Non, c'est une séance telle qu'elle, si. Si, je la fais évoluer en fonction des contraintes de là où on se trouve. Ok, Par exemple, je l'ai déjà fait je la fais de temps en temps avec des 100 mètres. En fait, le 200, du coup, il est plus réparti des fois, ça peut devenir un 300, mais du coup, ok, en fait, avec 3 fois 100, ouais, donc ça fait du vite, lent, vite, lent, vite, avec vraiment des changements d'allure. Euh, ou si le parcours, par exemple, le parcours sur la compète où on va correspond un peu plus à ça. Mm, Je prends l'exemple de la finale de l'AD1 qui était à Cabourg avec énormément de vire-vire. ouais, Ben, on était un peu plus là-dessus. Ou des parcours de cross, oui, euh, qui n'était pas le cas cette année des championnats de France, mais qui pouvait être le cas des France l'année dernière c'était à Albi, oui, ça, à Albi, où il y avait beaucoup de vire-vire. Et du coup, ben là, ça peut avoir un intérêt de réussir à se replacer entre deux virages et réaccélérer en sortie de virage. Comment sinon j'ai pu la faire évoluer, c'était en faisant 8 fois 1000. Par ok, exemple, en mettant un 1000 allure course au début, un 1000 allure course à la fin et ok. le 6 La séance. fois au centre. Ok, Parce que ce qu'on préparait était quelque chose de beaucoup plus long. oui, Du coup, il faut rajouter un peu de borne et ça peut être. Et après, la façon de la faire évoluer, bah, comme je disais, c'était de jouer sur les environnements, pas Mm, forcément aller mm. sur piste, mais aller sur d'autres terrains avec possiblement des virages, pas que en ligne droite. Alors, c'est plus facile de faire des beaux chronos en ligne droite, Oui, je suis d'accord, mais ça permet d'avoir des changements d'appui aussi et d'être un peu moins linéaire. ouais. Il y a le côté satisfaisant, puis il y a le côté pratique. Il faut se rapprocher au plus de ce qu'on fait en compétition. Souvent, c'est ce qui permet ce qui permet de mieux performer. Ouais, bah donc c'est copieux, ça se décline. Je pense que tout le monde aura de quoi piocher dans cette séance pour concocter sa propre séance. Pour tirer au max les bénéfices de cette séance, est-ce que tu as des protocoles ou qu'est-ce que t'en as un peu parlé déjà, on peut manger pendant la séance hein, un petit peu, avoir un apport glucidique. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais en post-séance que tu préconises à tes athlètes pour que la séance elle passe bien et ils en tirent le maximum de bénéfices? Post-séance, moi, ce que je vais conseiller, c'est souvent un retour au calme. Si on l'a fait le Mm, soir, ben, directement aller manger, avoir une source de prot et de glucides pour bien récupérer et bien ouais. s'hydrater aussi. C'est assez important. Si elle est faite en journée, ben, ça n'empêche que derrière, il faut avoir une collation. Mm, Euh, Souvent, on a tendance à dire dans les 30 minutes, c'est un peu aujourd'hui un peu un débat là-dessus, mais dans les 30 minutes post-effort, d'avoir un apport de protéines. C'est pas parce qu'on n'est pas sur un régime de force extrême qu'il faut mm, pas
il faut pas le privilégier. Et ça, peu importe le régime alimentaire qu'on a, hein. Je pense qu'on peut trouver ce qu'il faut aujourd'hui dans la masse de produits qu'on a sur le marché. Oui. Et ouais, l'hydratation qui est assez importante parce que souvent on a tendance à transpirer et à se déshydrater. Sur si c'est la séance, on la place, comme je disais tout à l'heure, dans le temps où on arrive sur une échéance. Mm. C'est important de pas de créer de déséquilibre sur l'hydratation Oui. parce que c'est ça qui met le plus de temps à recharger et on sait que la déshydratation, c'est tout de suite des pourcentages de perf qu'on perd très très vite, Mm. quoi. Ouais, 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 Ce il y serait avait dommage des. de faire une séance. Ouais, je disais, c'est dommage de faire une séance avec un grand intérêt et avec des leviers pour tout de suite tout perdre parce qu'on n'a pas géré derrière l'hydratation. Ouais, ouais, finalement tu préconises des choses simples, manger et boire, compléter ses apports, et c'est sûrement ce qu'il y a de le plus efficace, le plus simple et généralement le plus efficace. Ok. Ouais. Bon bah, et en termes du coup de bilan de séance, est-ce que tu vois autre chose? Parce que je voulais savoir comment tu interprétais cette séance, mais on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, en fonction de si c'est super bien réussi ou plutôt pas terrible. On a vu que voilà, c'est l'intérêt d'avoir un coach pour mieux voilà, programmer la suite avant l'échéance. Si c'est positif, bah, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tout roule et on se retrouve à la compétition pour une perf. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter pour le bilan. Est-ce que tu vois des choses de ton côté? Non, il y a ça. Je disais dans le bilan aussi, j'en ai pas trop parlé, mais souvent, je vais vouloir regarder la lactatémie. Ok. Tu leur fais. Euh, ouais, j'ai tendance à prendre les lactates, donc en connaissant leur seuil et savoir où est-ce qu'ils se situent personnellement eux. Donc moi, je prends Mm, mm. pas ce qu'on appelle les 2.0 et les 4.0 qu'on pense à être pris de base, mais Oui. plus les valeurs que moi je retrouve en fonction des échanges gazeux et des seuils lactiques et de la désaturation musculaire. Ok. Donc j'essaie de me resituer par rapport à ça et de regarder en fait si s'ils sont bien stables à chaque fois ou s'ils sont un tout petit peu au-dessus ou non, savoir où est-ce qu'ils se situent à chaque fois à la fin du 1000. Quand tu Ok. termines par le 200 rapide, forcément, tu as tendance à être un peu Ah au-dessus, oui. mais est-ce que tu es au-dessus de une unité ou deux unités, c'est pas la même, quoi. Mm, mm. Euh, donc voilà, et derrière, est-ce que sur quand tu as fait le 200 vite en premier, est-ce que le 800 derrière t'a vraiment permis de tamponner? Donc c'est Ouais. ce qui va moi avoir un intérêt et en fait de réguler l'allure pour la course qui approche. Par exemple, bah, si c'est un 10K, bah, de plus annoncer une allure plus faible possiblement, en Mm, tout cas mm. sur la première partie du 10K pour pas charger au niveau lactique et pour en tout cas commencer à avoir une dérive cardiaque qui Mm. empêcherait d'avoir un temps correct à la fin du 10K ou en tout cas qui irait forcément à l'échec avant la fin de la course, quoi. Ouais, donc c'est plutôt en contrôle post-séance que tu utilises les lactates, bien de manière bien spécifique aux athlètes, mais pour gérer la suite et de l'entraînement et des compètes qui arrivent, quoi. Alors ouais, tu l'utilises en post-séance pour définir un peu ben, la compète qui arrive, les allures qu'on peut avoir, mais tu l'utilises aussi pendant la séance pour Ok. venir Ah réguler oui. ce que tu demandes. Si par exemple tu vois que c'est couru trop rapidement, Mm, mm. en tout cas c'est couru l'allure qui devrait, mais sauf qu'au niveau des lactates, c'est en train d'exploser, ben, Ouais. c'est là que toi, tu viens réguler aussi. Mais après, c'est en Ok. fait, souvent, ça, c'est corrélé avec le ressenti de l'athlète. Oui. Lui-même, il te le dit quand il te donne le RPE. Ah non, là, c'est trop Mm, dur. mm. Ok. Ouais, Donc, donc ça complète ta palette d'outils pendant c'est la ça. séance de contrôle et puis également ensuite en analyse fine pour bien checker si les allures visées seront possiblement tenues, quoi. Parce que sinon, C'est, c'est vrai que t'envoies au c'est crash, quoi. exactement ça. Ok. Bon, bah, nickel. Et bah, écoute, C'est- on va arriver à la conclusion. Merci du coup pour cette séance, Thibaut, de 6 fois 1000 cassés. Je remettrai le descriptif plus tard, mais donc il y a des variations autour de la vitesse critique au sein des 1000. Une séance un peu ludique qui va s'intégrer à l'approche des objectifs des compétitions, notamment des 10K. On peut la décliner, on en a parlé dans l'épisode aussi, juste pour constituer en fin de cycle un travail sur les lactates. Elle s'adresse à des athlètes qui souhaitent améliorer leur capacité à gérer et à encaisser des variations d'allure.
en course. Et donc, elle mobilise beaucoup de compétences, que ce soit en termes de gestion d'allure, de tolérance aux variations de vitesse. Et ça finalement engendre un beau volume dans une zone exigeante en termes de vitesse. C'est une séance complète. Et j'espère qu'elle vous plaira à vous de la décliner comme vous le souhaitez. Merci Thibaut. Est-ce que tu as un dernier coup de pouce pour nous permettre à tous de la passer, cette séance? Je pense que je la réaliserai prochainement pour voir à quel point elle pique. C'est de surtout bien la gérer, de pas se mettre trop dans le dur. Et normalement, tout se passe bien. Tout le monde est capable de la passer si on reste sur ses valeurs à soi et pas Ok, suivre le copain. ok. Ouais, pas suivre le copain, des fois, c'est peut-être le truc le plus dur des fois. Parfait. Nickel. Et est-ce que tu connais un coach ou un athlète qui pourrait nous partager une séance aussi un peu dont il a le secret et qui nous permettrait de compléter notre guide d'entraînement à tous? Alors ouais, j'ai énormément de monde quand tu me poses cette question-là qui me vient en tête. Moi, la personne que je connais qui propose des séances assez ludiques, en tout cas dans ce genre-là, et qui s'inspire pas mal du terrain, ou en tout cas qui essaye d'être novateur dans ses propositions, c'est Julien Pousson, qui entraîne sur Grenoble. Euh, Grenoble ou Échirol, je sais plus exactement, mais bon, qui est un très beau groupe, hein, et je sais qu'il aime bien être novateur et inspiré dans ce qu'il propose. Ok, bon bah c'est passé le message et puis bah j'essaierai de le contacter pour qu'il nous montre, qu'il nous démontre ses talents de cuisinier dans les séances. Ok, bon bah écoute, parfait. Merci beaucoup pour ce moment d'échange, pour ce partage. Puis bah à la prochaine, on va te suivre évidemment sur toutes les plateformes. Et ben, au plaisir, je te remercie. Voilà, c'est la fin du troisième épisode. Merci Thibault Denois pour ce moment d'échange autour d'une séance clé qui vous donnera des idées et des pistes pour vos séances d'avant-handicap. L'important reste d'écouter ses sensations, de respecter les allures et les temps de récupération après la séance pour pouvoir réaliser son max le jour de la course. On peut suivre les nouvelles de Sport Performance and Science avec Audrey Merle sur Instagram, mais également sur le compte de Thibault Ledenois directement. Vous y trouverez des informations pour accéder à son coaching, des retours de résultats d'athlètes et des retours d'athlètes, et des conseils pour performer. Je vous mettrai tous ces profils dans l'espace de description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de la séance, le podcast, pour retrouver le 6 fois 1000 cassé façon Thibault Le Danois en explication. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. Et à bientôt pour la prochaine séance, les sportifs. Allez, ciao!